Nous arrivons, mesdames et messieurs, sur la dernière séquence. Dernière séquence, nous finissons ensemble, comme à l'habitude. Je vais demander à Philippe de bien vouloir revenir avec l'ensemble de sa formation musicale. Nous allons faire le tout ensemble avec Pierre-Jean. Lorsque Pierre-Jean aura reconduit Patrick Martin, Pierre-Jean, vous êtes le bienvenu ici également. Vous êtes tout seul ou... Ah, ben voilà, merci beaucoup. Que retenir de toute cette journée? Je dirais 4 mots peut-être à l'intérieur de cette matrice. Tout ce que vous avez entendu peut venir prendre place. Mettons l'individualité, vous, chef d'entreprise, le collectif, le passé et le futur. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le futur, pour une part, nous le connaissons. Si nous n'agissons pas, nous savons exactement ce que nous réserve une transition écologique ratée, à la fois sur le climat, sur les grands équilibres de la Terre, mais également sur le vivant. Pour la première fois, cette équation-là du futur est connue. Et donc, nous pouvons agir en conséquence. Agir d'abord au niveau individuel. Au niveau individuel, vous avez vu Théo Curin. Théo Curin d'une volonté extraordinaire, d'une prise en main de son destin de façon presque violente, à force d'être joyeuse et enthousiaste, et de pouvoir le partager. Individuel d'abord. C'est ce qu'il a appelé lui-même d'ailleurs la transformation. C'est ce que Stadet Kiwaseta a également évoqué devant vous, cette capacité à pouvoir changer, se changer, à pouvoir faire pour pouvoir se faire. Et puis, à plusieurs reprises, a été évoqué le collectif et entre les deux, le dialogue, dont le dialogue auquel nous venons d'assister. Dialogue entre l'individu et le collectif. Ici, Philippe Fournier vous a dit « Je ne conçois pas qu'un leader soit au-dessus, je conçois surtout que le leader soit avec, surtout au moment où il y a des engagements très importants de la part de l'entreprise. » Et puis, il y a le passé et le futur. Passé, c'est ce qui a été évoqué sur la Normandie. Vous avez un passé glorieux. On peut le remonter non seulement à 1066, mais bien avant, bien sûr. Est-ce que tout ceci est encore présent? Il ne disparaîtra jamais. Un passé s'accumule, il ne passe pas. Cependant, le passé n'est pas un lieu de résidence, c'est un lieu de référence, c'est un lieu où vous vous ressourcez, c'est un lieu où vous avez de la gratitude et où vous allez puiser une énergie folle pour pouvoir poursuivre le chemin selon les décisions qui sont les vôtres. Autrement dit, en toute liberté, la musique continue, le chemin continue et c'est vous qui le décidez. Je résumerai cette phase-là en une phrase. Honorer le passé et inventer l'avenir. C'est ce qu'a fait Stadet Kiwaseta. Elle vous a montré la lettre issue du passé, issue de quelqu'un qui aujourd'hui est décédé et son pourquoi pour aujourd'hui et pour demain. Et de la même façon, Théo Curin vous a dit ceci. Vous savez, une fois que j'ai eu fini cette immense traversée de 109 km du lac Titicaca, la première chose que j'ai faite dans mon intimité, c'est ce besoin de remercier, ce besoin d'entrer en contact avec mes parents, avec ceux qui représentaient mon passé et qui m'ont aidé à être là où j'étais. Et cette gratitude-là, ils l'ont eue et l'un et l'autre. Et vraisemblablement, dans les rencontres qui sont les vôtres, dans les façons dont vous avez d'agir, dans les réseaux que vous fréquentez à plusieurs reprises. Vous allez remercier encore et encore un tel, une telle, pour vous avoir accompagné sur tel ou tel investissement, sur tel ou tel projet. Le passé. Et puis le futur. Toutes les innovations que vous engagerez devront désormais tenir compte, et ici c'est Pierre-Jean qui l'a dit dès ce matin, devront tenir compte de plusieurs ingrédients nécessaires. L'ingrédient des hommes, ils changent et ils vous attendent. Ils vous attendent dans un dialogue de plus en plus construit, où ici vos deux personnalités finales vous ont dit « Attention, nous ne sommes pas trop pour l'exception, nous sommes pour un dialogue collectif. La complexité de dialogue individuel est beaucoup trop importante pour que l'entreprise puisse les gérer. » Autrement dit, ne visons ici qu'un collectif resserré, un collectif puissant. Avec celui-là, nous pourrons engager les innovations. Avec ces innovations, nous pourrons répondre éventuellement et le plus vite possible à ces défis de demain. Dernier point, la Normandie est présente. Vous l'avez entendu à travers Madame Gauguin,
présente à travers tous les investissements faits depuis longtemps et qui se poursuivent avec des ambitions extrêmement élevées, je terminerai avec un point. Aucune équation n'a jamais fait marcher les hommes. Aucune. Ce qui fait marcher les hommes, c'est ce que vous leur mettez dans le cœur. C'est cette intention-là, c'est cette motivation-là, c'est votre exemplarité, c'est la façon dont plusieurs ici sont venus avec une passion extraordinaire, défendre une cause, proposer un chemin, un petit sentier éventuellement, et dire que peut-être toutes ces crises ont fait grandir l'Europe, pour ne prendre que cet exemple-là, mais que ces crises ont été bénéfiques. Individuelles, collectifs, passé et futur. Honorez le passé et vous inventerez votre avenir. Merci beaucoup. Philippe. On m'avait demandé qu'est-ce que ça évoquait un peu pour moi par rapport à la musique, bien sûr. Et voir votre travail, de voir vos réflexions sur faire autrement, toutes ces choses importantes que vous posez, ça m'a rappelé l'histoire, le testament, j'appelle ça un peu le testament d'un compositeur français. On a parlé avec les musiciens et un compositeur français, Georges Bizet. Georges Bizet est très jeune, à 13 ans, il a son premier prix de conservatoire, il est compositeur et il est déjà très talentueux. Mais à Paris, il y a une institution qui règne, l'opéra comique, et c'est toutes les personnes qui veulent réussir dans la musique, il faut qu'ils passent par ces institutions, ils ont un peu le grand pouvoir de dire comment il faut faire, comment il faut composer, comment il faut écrire. Alors Georges Bizet, jeune enfant, enfin 13, 14, 15, 16, 17 ans, il commence à vouloir être reconnu par ces gens-là. Et il compose de nombreuses partitions. Mais beaucoup de ces partitions ne vont pas durer, ne vont pas être son histoire. Parce qu'il a voulu toujours écrire pour plaire à ces gens. Il a voulu toujours écrire pour être reconnu par ces gens. Et puis un jour, à 35 ans, parce qu'il est mort à 36, pas donc à la fin de sa vie, hein, à cet âge-là, il se dit à un moment donné, non, je veux faire autrement. Je veux exister. Alors là, soudain, en lui, se passe quelque chose de puissant. Il se met à écrire, alors qu'il a déjà composé plusieurs opéras, mais toujours pour plaire, toujours pour satisfaire, et non pas pour écouter ce qui était en lui. Alors là, il écrit un de ces opéras dont le monde entier aujourd'hui est capable. Ça vous évoque quelque chose? Pour écrire ça, il a recommencé 17 fois. Il a jeté sa partition 17 fois. Il est allé chercher au fond de lui. Au fond. Pas quelque chose pour plaire, quelque chose pour exprimer et pour faire ce qu'il voulait. Qui n'a jamais... Vas-y. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, regarde à toi, regarde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Il a écrit Carmen. Il a écrit son opéra. L'opéra aujourd'hui le plus joué au monde, le plus arrangé, le plus utilisé, le plus travaillé, le plus joué au monde aujourd'hui. Quand il a composé cet opéra, il s'est mis en colère et il s'est fâché contre tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, il a décidé d'écrire ce qu'il voulait. Il a déchiré les règles qu'on lui imposait et il a écouté ce qu'il voulait écrire, lui, au fond de lui. Je vous passe les détails, mais il y avait une manière de composer qui était bien rédigée. Il fallait écrire pour une soprano, il fallait beaucoup de choses très, très précises. Et là, enfin, il a écouté. Il s'est dit, je ne veux pas faire autrement. Je veux écouter ce que j'ai au fond de moi. On pourra dire l'anticonformisme, le conformisme. Il a mis un mot dans sa vie, il a mis le mot liberté. Et dans cet opéra, Carmen, le mot le plus important qui est chanté plusieurs fois, et notamment à la fin, avant qu'elle décide de mourir, en lui disant
tu me laisses passer ou tu me tues, parce que je suis libre. C'est le mot liberté qui est le mot principal. Et ce qui est assez fou, c'est que finalement, cette Carmen, ce n'est pas une fille de joie, ce n'est pas une fille légère. Non, cette Carmen, je crois que Georges Bizet, il s'est projeté dans elle. Il s'est vu dans elle. Il s'est dit, elle est libre. Elle aime comme elle veut vivre sa vie, elle veut écouter ce qui est au fond d'elle, et elle va donc être jusqu'au bout, parce que lui, il va finalement plus ou moins se suicider, parce que l'échec de cet opéra, au début, il a été joué 3 fois, puis arrêté à l'Opéra Comique, ne sera pas supportable. Donc, cette idée-là d'écouter, et finalement, dans cette héroïne, de se projeter. Il s'est projeté dans Carmen. Carmen, c'est lui. Carmen, tout ce qu'elle représente, c'est ce qu'il veut représenter aujourd'hui. Cette capacité de faire autrement, de faire en écoutant ce qu'il est. Et puis, en même temps, il y a Don José, ce fameux soldat qui tombe amoureux de cette Carmen. Ce soldat qui va déserter. Eh bien, Bizet, c'est aussi Don José. Vous voyez, dans tous ces protagonistes, il s'est projeté parce qu'il a voulu nous écrire son testament. Est-ce que vous faites les choses parce qu'on vous dit de les faire, ou est-ce que parce que véritablement, à un moment donné, vous écoutez ce qui est au fond de vous et que vous allez écrire ce qui est au fond de vous et faire autrement, parce que finalement, c'est au fond de vous. Merci beaucoup, Philippe. Beaucoup de choses, Pierre-Jean, ont dû retenir ton attention. Une première chose qui t'a particulièrement frappé, marqué aujourd'hui. Alors, excuse-moi Thierry, avant de répondre à ta question, je pense que c'est le moment, un des moments de conclusion, et avant de conclure, j'aurais voulu remercier toute l'équipe, en fait, parce qu'en fait, cette journée, c'est une journée, comme je vous l'ai expliqué ce matin, qui se prépare. Il y a 10 mois de travail, mais c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail de Pierre-Jean Leduc, c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai œuvré sur la thématique, sur un peu le cahier des charges, mais derrière tout ça, il y a une équipe. Et cette équipe, c'est l'équipe du MEDEF, mais c'est aussi tous nos partenaires, parce qu'en fait, on travaille en commun avec chacun des partenaires pour définir qui fait quoi, les thématiques que l'on veut aborder. Tout ça, c'est un vrai travail collectif. Donc ça me ferait très plaisir si vous pouviez applaudir l'équipe, et notamment Nicolas Lizard et toute son équipe. Autre point pour moi qui est important, c'est ce qu'on a vécu ce soir en fin d'émission, enfin en fin de journée, pas en fin d'émission, en fin de journée. C'est ce moment d'échange en fait entre le syndicat de patrons et le syndicat de salariés. Hein. Souvent c'est très décrié, il y a plein de clichés, mais en fait ce que vous avez vu là, c'est ce qui se passe derrière le rideau. Et c'est tout simplement le paritarisme. Et ce mot que je prononce, beaucoup d'entre vous ne le comprennent pas. Je le dis très clairement, vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière le paritarisme. Mais le paritarisme, c'est le fait que des salariés et des patrons discutent pour se mettre d'accord sur des conditions de travail, sur ce qui va gérer la vie dans l'entreprise. Et ça, c'est une particularité française. C'est quelque chose qu'on a développé après la guerre. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de chefs d'entreprise, donc vous dans la salle, vous ne savez pas forcément ce qui se passe derrière ce mot paritarisme, qui nécessite de l'engagement de votre part, parce qu'en fait, autant nos salariés sont formés à représenter dans nos institutions le monde du salariat, autant les chefs d'entreprise doivent également donner du temps. Donc une fois de plus, je suis demandeur de votre implication. Mais tout à l'heure, je vous demandais d'être des ambassadeurs de la Normandie, de défendre notre territoire pour attirer des talents, garder des talents. Mais ce que je vous demande aussi, c'est de vous impliquer dans le paritarisme. Parce que le paritarisme, ça veut dire être présent dans des organismes, ne serait-ce que un tribunal de prud'homme, ne serait-ce qu'un tribunal de commerce, pour prendre, je dirais, mais c'est aussi l'URSSAF, c'est aussi Pôle emploi, c'est beaucoup d'endroits où on doit, en fait, le chef d'entreprise doit être représenté. Et donc, en fait, on a les succès qu'on mérite, mais on a aussi les problèmes que l'on mérite. Et si on n'est pas représenté, eh bien,
globalement, il ne faut pas s'étonner que des décisions soient prises à notre encontre par des gens qui sont éloignés de notre problématique. Et tout à l'heure, quand on parlait de la problématique politique versus la problématique en fait des entrepreneurs et des salariés, qui était très bien dit avec des mots différents, mais par chacun des deux représentants, numéro un de leur organisation, dont la mienne au niveau du MEDEF, eh bien vous vous rendez compte qu'en fait, tout ça, ça se prépare, ça se discute, et c'est important qu'on le préserve. Parce que ce sont nous qui devons prendre des décisions qui concernent notre quotidien, et pas uniquement des politiques qui souvent prennent des décisions, et c'était très bien dit au niveau du nucléaire par exemple, qui, quelques années après, vont nous impacter. Voilà. Donc, on voulait ce moment particulier. Je pense que ça a été un des moments forts de la journée, même si c'était tard, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Il faut réussir à donner un petit peu la parole à tous les messages, tous les thématiques qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Alors, Thierry, tu me demandes, en dehors de tout cela, qu'est-ce qui a pu retenir mon attention? Moi, j'ai retenu deux moments forts. Même si, pour certains d'entre vous, ça n'a pas forcément été les mêmes, en tout cas, je le pense. Je voudrais retenir un moment fort qui est celui que Philippe nous a fait vivre ce matin, avec Emmanuel, et puis aussi au moment du chef d'orchestre, où vous avez vu qu'en fait, on peut, en sortant de sa zone de confort, faire des choses extraordinaires dont on n'a même pas conscience. Et on a vécu, je pense, un moment fort ensemble parce que, globalement, on a pu voir, en plus c'était beau, pour des gens qui étaient pas du tout pratiquants, on va dire, hein, j'ai trouvé que le résultat était extraordinaire. Et donc, faire des choses extraordinaires dont on n'est même pas conscient, c'est là en fait où je pense qu'on doit aller, nous, chefs d'entreprise. Et je vais paraphraser Philippe, mais quand il a fait la différence entre ce que je comprends versus ce que je ressens, et je ne rentre dans l'action qu'à partir du moment où je ressens l'action, en fait. L'action de changer de direction nécessite d'être ouvert au monde, d'être ouvert aux autres. Et nous, ce qu'on attend du chef d'entreprise, enfin ce que nos salariés attendent de nous et ce que nous, en tant que chef d'entreprise, on doit faire, c'est justement être capable de rentrer dans l'action. Et ce matin, sous la contrainte, les deux musiciens sont rentrés dans l'action. Les néophytes musiciens sont rentrés dans l'action. Et nous, dans ce contexte-là, on doit rentrer dans l'action parce qu'on doit faire mieux autrement. Et donc, on peut le résumer, ce qui était très bien dit, le chef d'entreprise, pour moi, c'est un chef d'orchestre, et le chef d'orchestre doit avoir un temps d'avance. Donc en fait, nous, chefs d'entreprise, on doit garder ce temps d'avance. Et ce temps d'avance, eh bien, cette journée nous permet de garder ce temps d'avance parce qu'elle nous permet de nous inspirer. Voilà, donc ça c'est le premier, je dirais, souvenir marquant de cette journée. Le deuxième moment que je voudrais retenir de cette journée, ou enfin que je vais retenir de cette journée, c'est en fait cette carte mentale. Je trouve que Marc Chamaladis, qui est un psychologue, donc en fait forcément quelqu'un un peu différent de nous, nous a amenés sur un territoire qui
nous a permis probablement de comprendre des choses. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis le fait qu'on puisse voir en image le parcours d'un champion, celui qui va performer, de voir que des gens ont travaillé là-dessus. Moi, je trouve que ça, c'est fort parce qu'en fait, moi, en tant qu'ingénieur, représenter schématiquement quelque chose, je trouve que ça marque beaucoup plus que des mots. Donc, je vais retenir cette carte. Mais derrière cette carte, je voudrais passer un autre message. C'est qu'en fait, le chef d'entreprise, tout à l'heure, j'ai dit c'est un chef d'entreprise qui doit être un chef d'orchestre. Mais je pense que le chef d'entreprise, c'est aussi un sportif de haut niveau. Et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que nous sommes des sportifs de haut niveau, et comme tout sportif de haut niveau, eh bien, il faut faire attention à nous, il faut s'organiser pour garder la performance. Et donc, le fait qu'on soit des sportifs de haut niveau, Nicolas Dufourc, le directeur de BPI France, que certains d'entre vous connaissent, nous incite tout le temps à nous dire vous êtes des sportifs, vous pouvez faire mieux, vous devez faire mieux, vous avez la capacité à faire mieux. En fait, ce n'est pas vous devez faire mieux, vous pouvez faire mieux. Et il nous pousse, en fait, et moi je trouve que ça c'est assez marquant parce qu'en fait on a tous un ego, mais de se dire on peut faire mieux, on peut être encore plus performant. Et une journée comme celle d'aujourd'hui, c'est une journée où on doit en fait travailler sur notre performance. Et ça a été très bien dit ce matin par Makis, c'est qu'est-ce qui me rend performant? Et là, on a un parallèle avec le chef d'entreprise. Qu'est-ce qui me rend performant? Il y a plein de choses qui nous rendent performantes. Et en fait, il faut travailler ses points forts. Les chefs d'entreprise, on le sait bien, parce qu'on fait aussi tous beaucoup de sport. En tout cas, ceux qui en font sont souvent plus performants que les autres. C'est parce qu'on a conscience que la machine, il faut la préserver, il faut se donner une rigueur dans notre organisation. Et derrière tout ça, il y a entretenir, s'entretenir et aussi persévérer. Et j'ai trouvé que les propos d'Arsène Wenger résumaient bien tout ça. C'est plus important d'avoir de l'endurance dans la motivation que dans l'intensité. Ce qui caractérise un chef d'entreprise, c'est qu'il a de l'endurance dans la motivation. Et nous, la motivation, c'est ça c'est notre moteur de tous les jours. Donc c'est sur ces deux angles-là que je retiendrai en fait la thématique de faire mieux autrement dans cette journée. Merci à vous. Merci beaucoup. On finit en musique alors? Avec plaisir, on avait commencé en musique. Et en même temps, je voudrais juste que vous preniez vos agendas. Vous pouvez déjà mettre dans votre agenda 5 novembre 2024, UEN 2024. Bien sûr. Alors, on va terminer avec une petite pièce pour livrer une autre sensation. Bien sûr, il faut que vous ayez de l'engagement, de l'énergie et de la passion. Il va falloir que vous transmettiez ça à vos collaborateurs, à vous-même. Mais au-dessus de tout ça, Bizet, dans sa partition, il a mis aussi une idée importante, c'est la sérénité. De le faire avec un intérieur puissant, mais dans la sérénité. On vous offre en plaisir ce bout de sérénité pour terminer cette journée. Merci à vous.
Si on peut allumer la salle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment tout un orchestre vous souhaite une excellente soirée. Elle se poursuit avec un apéritif tout d'abord et puis ensuite le dîner aux franciscains. Excellente soirée et à l'année prochaine, vos agendas sont déjà complets. Bravo, bravo, bravo. Suave y violento como la mano de Dios. Respirar inquieto de la madre tierra. Hijo que no sabe cómo encontrar el camino de regreso a casa después de tanta guerra. Te encanta, llega y se va. Se cansa y te cansa, grita y llora. Te acaricia el cuerpo empujándote el alma, contándote historias. ¿Quién sabe si algún día